La première demande que je ressens avec lesquelles les hommes viennent, c'est l'impression qu'ils ont de ne pas réussir à être eux-mêmes, aussi bien dans le monde du travail que dans le monde de la famille. En fait, c'est les deux niveaux d'existence, les deux endroits de la vie, je dirais, où les hommes ressentent leur limitation, et sans trop savoir pourquoi, s'invalider, ne pas oser, ne pas oser apprendre plus, ne pas oser se positionner davantage au niveau des équipes de travail, d'avoir peur de prendre plus de responsabilités hiérarchiques. En fait, c'est beaucoup d'angoisse. Et puis dans la famille, c'est beaucoup l'impression que c'est la femme qui mène et que je n'ose pas me positionner en face de ma femme et qu'elle a toujours raison et que moi j'ai toujours tort et que je ne peux pas me positionner. Alors c'est très important et c'est amusant parce que dès qu'il y a une femme qui passe par hasard, voilà, qui interfère, tout de suite l'énergie change complètement dans le groupe. Ça correspond à une phase initiatique. Il est nécessaire que les hommes puissent se retrouver entre eux pour découvrir quelle est leur identité. L'homme aura toujours beaucoup de mal à trouver son identité parce que sa première relation, sa première identification, il sort d'une femme, d'un mère. Et que pour pouvoir émerger du giron de la mère et trouver qui je suis vraiment, il faut le père. Et le père a souvent été insuffisant ou inconstant ou pas présent. Et se retrouver entre hommes pour couper le cordon ombilical, se retrouver entre hommes, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est aussi un des endroits, une des raisons pour lesquelles, c'est pas souvent une raison que les hommes apportent, mais dont je me rends compte après, c'est que les hommes ont très peur des autres hommes souvent. Et il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent être en compagnie des femmes et qui disent ben non, j'ai pas d'amis hommes. Et pour cela, en particulier, c'est une découverte extraordinaire de voir qu'on peut être entre hommes fraternels, même je dirais tendres, acceptants, soutenants, et non pas en danger de la compétition, de briller, d'écraser l'autre pour être au-dessus. Et en particulier, la compétition sous tous les bords, aussi bien au travail que par rapport aux femmes. Donc dans beaucoup de tribus des peuples premiers, il y a ce passage dans la fin de la préadolescence, finalement vers 13 ans, 14 ans, là où il y a des rituels de passage, et il y a même une tribu où les hommes se mettent leur peinture de guerre, je crois que c'est en Afrique, et ils se retirent, ils se préparent, c'est là qu'ils mettent leur peinture de guerre et tout ça, et ils font irruption dans le village, en faisant beaucoup de bruit, avec des masques effrayants, et ils vont mimer le rapt des enfants adolescents. Et ils les entraînent sur leur dos, ils les empoignent, et ils les emmènent dans des endroits souvent très reculés, des bois sacrés, inaccessibles, des endroits où il faut passer par des gorges, par des montagnes, ou bien certaines tribus, c'est d'aller sur des îles, sur les fleuves tropicaux, là où personne ne va, et où traditionnellement, il y a une présence reconnue des esprits qui guident la tribu. Et là, les jeunes vont entreprendre et entreprendre un certain nombre d'exercices, de méditation, d'énergie, et apprendre des anciens, apprendre des autres adultes. Et ensuite, ils vont être envoyés. Alors là, donc déjà là, c'est ce qu'on fait d'une certaine façon dans les groupes hommes, on se retrouve vraiment entre hommes, là. Et puis laisse tomber ta peur, maintenant regarde-nous,
regarde-nous comme des miroirs, reçois notre énergie. Nous ne sommes pas là pour te faire peur ou pour te détruire, mais pour te faire accéder à ce cercle que nous sommes et à cette fraternité profonde dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre élément de l'initiation qui est tout aussi important. Les anciens, les adultes, leur apprennent les techniques de survie, les techniques de chasse ou de cueillette, et ensuite les envoient seuls dans la montagne, dans la forêt, dans les marécages, pour survivre, faire la preuve qu'ils sont capables de survivre seuls. Et je crois que c'est au moins 3 semaines. Et j'ai même vu un film qui a été tourné pour des aborigènes, je crois que c'est du nord de l'Australie, où pendant cette période-là, le jeune doit tuer son crocodile. C'est pas rien. Et il doit ramener la peau du crocodile, il doit prouver qu'il a affronté un crocodile. Donc c'est un danger réel de se balader dans les marécages, sur les bords de rivières pour tuer un crocodile, il faut le faire. Et voilà, donc c'est ça pour moi le bienfait de se retrouver entre hommes. Et après cela, par rapport à l'initiation dans les tribus des peuples premiers, c'est après cette initiation que les jeunes vont rentrer au village, qu'ils seront en capacité aussi d'accéder à une partenaire et de pouvoir, entre hommes et femmes, se choisir. Et parfois dans nos séminaires, c'est intéressant parce que si un séminaire de femmes se fait en parallèle, un moment de rencontre avec le groupe de femmes. Et là où les hommes vont affirmer, on les invite déjà de se manifester entièrement hommes en face d'un groupe de femmes. Rien que le fait d'être un groupe d'hommes en face d'un groupe de femmes, c'est absolument fabuleux. Parce que là, tout d'un coup, la complémentarité et la polarité et complémentarité se révèlent toutes seules. C'est fabuleux d'avoir devant soi une quinzaine de femmes ou une vingtaine de femmes dans leur énergie, dans leurs habits, dans leur mimique, dans leur visage, dans leur gestuelle. Et puis là, tout d'un coup, on voit que les hommes, ils sont là, alignés, solides, le plaisir d'être là. Et là, ça prépare et ça permet que dans la vie courante, de mieux comprendre ce rôle du père, ce rôle de l'homme dans la relation, et d'assumer cette polarité masculine. Et parfois, c'est très difficile pour certains hommes. Et les hommes, nous habitent toujours une partie féminine, une partie masculine. Et c'est extrêmement important que nous osions, même si nous sommes des hommes très féminins, et ce qui a toute une valeur et toute une qualité aussi, d'assumer pleinement aussi sa polarité masculine. Et ça permet que le féminin de l'homme soit beaucoup plus en équilibre, et non pas envahissant, et non pas unique. Il n'y a pas que ça qui apparaît, mais que la capacité dans la relation homme-femme, comme dans la relation à l'intérieur de soi entre son féminin et son masculin, qu'il y ait d'assumer cet alignement profond. Et ça a aussi des implications dans la sexualité, sans angoisse ou en traversant son angoisse, parce que l'angoisse est un phénomène naturel, et nous sommes tous, tout le monde, tous les hommes, quelles que soient nos histoires passées, tout ça, il y a en face de toute femme un aspect d'angoisse qui est naturel. Nous nous retrouvons devant la mère toute puissante que nous avons eue de toute façon dans notre existence. C'est c'est archétypal, c'est nécessaire de rencontrer dans les femmes avec lesquelles nous entrons en relation, de rencontrer et de dépasser cette peur de l'aspect de la mère toute puissante qui peut, si elle nous abandonne, nous laisser mourir. Donc en tout homme, il y a, je pense, la peur
de la mort si je ne suis pas en relation, si je suis abandonné dans la relation que j'ai en ce moment. Et ça, bien, nous pouvons en tant qu'hommes le nier, opposer un déni, prétendre que, etc. Mais je crois que le plus sage, c'est d'essayer de le sentir et de le reconnaître quand c'est activé dans les conflits dans une relation. Il y a beaucoup de techniques de groupe pour hommes qui insistent pour développer finalement une sorte de surpuissance masculine. Là, j'arrive à m'affirmer, voilà, on s'en va, on va faire des initiations en forêt, on initie tous des rituels d'initiation, etc. Et il me semble, parce que je n'ai pas participé à ça, donc ça peut être, je peux me tromper, mais ce que j'en ai vu comme écho, c'est souvent, il manque, mais alors là-dedans, ça devient quelque chose de très dur pour les partenaires aussi. Je reviens maintenant, j'ai à te dire, je m'affirme, je tiens ma place, et les femmes n'y trouvent souvent pas leur compte. Parce que il y a méconnaissance du féminin et du féminin sacré. En fait, dans la présentation courte, je l'ai évoqué beaucoup. Et il y a deux niveaux. Il y a d'accepter la femme initiatrice. Alors évidemment, elles ne sont pas là dans le séminaire, mais d'accepter la compréhension des femmes initiatrices, de se renforcer dans son masculin, non pas pour s'affirmer plus ou moins brutalement en tant qu'homme en face des femmes, mais d'être assez solide pour recevoir les messages, l'initiation féminine, d'être initié au rythme des femmes. Et c'est même l'archétype de ça, enfin c'est la relation sexuelle. L'homme doit être suffisamment droit, parce que ça fait partie de la construction masculine, c'est homo erectus. Hein, l'homo erectus, c'est celui qui se dresse dans la vie, l'homme droit, mais c'est aussi celui qui est capable qui tient une érection et qui peut pénétrer dans les profondeurs, les grandes profondeurs des femmes. Beaucoup de femmes qui ont reçu leurs hommes après avoir passé dans un séminaire homme avec moi m'ont fait des remerciements. Donc ça veut dire que j'ai bien travaillé, ça veut dire que les hommes ne sont pas revenus comme des bourrins en disant voilà c'est moi et maintenant moi je prends ma place dans la maison, je suis capable de parler, etc. sans cette écoute. Donc le féminin sacré chez l'homme, et là ce qui se travaille en séminaire homme, c'est essentiellement l'écoute subtile, la réceptivité, d'être capable de se mettre dans un état de relaxation. Donc c'est déjà de trouver l'espace de relaxation profonde en soi, dans son ventre, dans sa poitrine, dans tout son corps, même musculairement. Et dans cette écoute subtile de savoir suivre ses ressentis. Hein? Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect que j'ai évoqué, c'est l'immensité de l'espace intérieur et de connexion avec l'espace extérieur qui naît de la présence alignée. J'ai une présence, je développe une présence alignée dans tous les niveaux de mon être. Et l'être, quand je dis dans tous les niveaux de l'être, c'est d'abord physique, une posture qui est droite, qui se construit. C'est pas ça me twister dans tous les sens, c'est vraiment la capacité de regarder dans les yeux. Mais cette rectitude, elle n'est pas qu'une posture physique. Elle est aussi par rapport à la vérité de ses émotions.
et des pensées qui passent. C'est d'avoir cette rectitude de reconnaître ce qui est. C'est pour ça que un des mantras cultes dans les groupes d'hommes, c'est Sata Nama. Ce qui veut dire, c'est un mantra au dieu Shiva, au dieu masculin Shiva, qui veut dire j'affirme la vérité. J'honore exactement ce que je suis. Affirmer sa vérité, c'est honorer complètement ce que je suis. Et là, c'est difficile d'expliquer sans en faire l'expérience. C'est vraiment de découvrir, et ça c'est de la pratique, hein, de découvrir cette présence qui en même temps que je te parle, que je dirige, ou un regard intérieur que je dirige jusque dans mes fondements, donc jusqu'au sexe, mais sans que ce soit un court-circuit de tout le reste, en passant, là la présence intérieure pour moi elle est souvent ressentie au niveau du cerveau, hein, du crâne, et mon regard intérieur il va dans tout ce qu'on appelle les chakras, les étages. Donc la gorge, la poitrine, le plexus solaire, en profondeur, hein, la profondeur de mes tripes, le petit bassin, et puis le périnée, la racine. Et cet alignement va peu à peu entraîner des transformations dans ma biologie. C'est étrange de dire ça, mais là où je porte mon attention, il y a quelque chose qui rentre en expansion et en transformation, ce qu'on appelle se remplir peu à peu de lumière. Et la biologie, la nature, notre nature corporelle, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle le féminin sacré. C'est pas juste lacter en faisant du sport. Ça aide, du sport ou du yoga, mais c'est pas suffisant. Là, je parle de quelque chose de complémentaire très très profond. C'est cette lumière de la conscience qui va peu à peu envahir tous les niveaux que je viens de citer, mais ensuite aussi toutes les cellules. Et quand je te parle, si je peux être présent à la danse des cellules, c'est-à-dire au pétillement de la vie dans tout mon corps, au pétillement que provoque ma propre voix à l'intérieur de mon corps et toutes mes cellules, et au pétillement qui devient, quand je ferme les yeux, qui devient de plus en plus un pétillement lumineux. Et une présence comme ça va complètement se dilater dans mon corps, d'ailleurs la posture change, mais aussi autour de moi. En Inde, il y a des expressions que les gens ne comprennent pas. On parle de la Shakti d'un maître. Et si je te dis la Shakti d'un maître, tu vas penser tout de suite à l'aspect féminin du maître. À l'aspect féminin. Mais la plupart des gens ils vont dire il a une petite amie, la Shakti. Ça va être une femme. Mais dans beaucoup de groupes de tantra, la Shakti, c'est mon partenaire sexuel. Tu vois. Alors que là, on est complètement à un autre niveau. Il ne s'agit pas d'une partenaire sexuelle, il s'agit de la pénétration de la conscience dans la biologie qui fait qu'il y a une sorte de retour vers la lumière des origines et le champ originel. Ça devient l'homme, on pourrait dire l'homme supralumineux. Il y a quelqu'un qui a utilisé ce terme-là. Et à ce moment-là, la Shakti d'un maître, on dit, elle peut être ressentie tout autour de lui. Hein? Et quand, moi, je me rappelle en Inde, d'aller voir un yogi qui est en méditation constante, en isolation complète, dans un temple minuscule, dans une cellule minuscule dans ce temple, grande comme ça, dans une sorte de boîte,
jour après jour, sans boire ni manger. Mais à des kilomètres, je dis, ah, là on approche. Je demandais au chauffeur de taxi, on est approché là, hein? Il dit, on est à 2 kilomètres. Et ça, c'est quand quelqu'un a la chance de pouvoir rentrer dans ce champ qu'on appelle la Shakti, le champ féminin dégagé par quelqu'un d'éveillé, on dit que c'est à ce moment-là, nous recevons de l'extérieur une aide considérable. Mais ce n'est pas suffisant. Il est nécessaire aussi qu'il y ait de toute façon un travail intérieur très profond pour éveiller notre propre Shakti. Nous pouvons recevoir la Shakti d'un maître de l'extérieur, et c'est quelqu'un qui est complètement connecté. Et à ce moment-là, on parle de Shaktipat, la puissance de la Shakti du maître. Et j'ai vu des maîtres qui touchent le troisième œil de quelqu'un qui en perd connaissance, qui est renversé et qui tombe comme ça et qui va rester une demi-heure, une heure dans un espace d'extase. Et Osho faisait ça, le maître que j'ai suivi en Inde, il faisait ça, et à un moment donné, il a dit « Stop, je ne le fais plus, parce que vous devenez addict comme à une drogue, et vous ne l'utilisez pas pour faciliter votre travail intérieur de connexion avec votre propre Shakti, ce qu'on appelle aussi la Kundalini, la force vitale qui est à l'intérieur de nous, et de l'éveiller à l'intérieur de notre corps. » Et cette Shakti, on appelle aussi Kundalini Shakti. On utilise les deux mots, Kundalini Shakti ou la déesse Kunda. Tout ça, ça réfère à la même réalité à l'intérieur de nous. Et d'éveiller notre Shakti, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, s'habiter entièrement et commencer à la remontée de l'énergie du sexe vers le haut, et la pénétration de la lumière, enfin l'éveil de la lumière dans tout le corps, et la dilatation et l'expansion. Et là, on peut parler de Shakti à l'intérieur de soi, de Shakti qui rayonne autour, de Shakti qui va se joindre avec la lumière et tous les champs d'énergie en expansion dans notre humanité, c'est la Shakti planétaire. On peut aussi rentrer avec la conscience de la Terre, Pachamama. Et à ce moment-là, on est en communion avec le cœur de la Terre, qui est la même fréquence que notre cœur, au niveau champ électromagnétique. Et on peut même parler alors là, de quelque chose de cosmique qui se répand à l'infini. C'est ça le féminin sacré. On parle de l'expansion et la transformation qui s'opère quand j'utilise mon alignement masculin dans la rencontre de ma biologie, la rencontre de ma sensibilité, de ma sensorialité, de mes émotions. Je vais peut-être pas assez insister sur d'accepter dans la sensorialité, c'est tout le monde des émotions qui m'habitent. Et à ce moment-là, de la conscience au milieu de tout ça, il y a se mettre en marche les processus qu'on appelle d'illumination, traditionnellement en Inde, pour devenir un être lumière. C'est devenir un être lumière. Un être illuminé en français, ça peut faire un peu bizarre. Alors, c'est évident que l'objectif n'est pas de réaliser cela en 48 heures, mais c'est d'avoir une vision juste et d'avoir comme une carte de possible. Et de toute façon, à l'endroit où chacun est, s'il peut faire un pas. Et un pas qui va se traduire très concrètement par le respect aussi du féminin de sa femme. La capacité d'accueillir, parce que c'est aussi ce qui se passe grâce à l'union sexuelle. Si je peux
me laisser initier par une femme, je dirais, qui a déjà fait du chemin. On dit en Inde, le yogi qui rencontre une yogini, hein, la yogini c'est le terme pour une pratiquante féminine du yoga, une yogini avancée, eh bien, le développement et la transformation du yogi va être multiplié des centaines de fois. Mais pour ça, ça veut dire qu'il accepte de se laisser initier. Je me rappelle d'un discours absolument incroyable de Osho en réponse à un homme qui disait « Oh oui, mais je ne comprends pas, je ne suis pas bien avec ma partenaire, elle me juge tout le temps, enfin, il donne un certain nombre de détails. Hein. Et Osho, en plein discours, avec 3 ou 5 000 personnes devant, il était vraiment stupide. Là, à travers ce que tu dis, ta partenaire, elle essaye juste de t'initier. Et tu as la chance d'avoir une femme de grande valeur avec toi, et tu ne le reconnais pas. Et se laisser initier, un des premiers aspects dans la sexualité, c'est une femme qui est vraiment pleinement elle-même, souvent, elle connaît ses rythmes. Il y a des femmes qui fonctionnent comme les hommes. C'est-à-dire que d'emblée, elles vont chercher l'excitation maximale, d'être mouillée. Si c'est pas mouillé, ben on va rajouter un lubrifiant. Et puis vient, et puis bouge. Et puis là, si on peut avoir, n'éjacule pas trop vite, parce que je veux avoir un orgasme en même temps que toi. Et là, s'il y a le spasme orgasmique qui arrive, eh bien c'est parfait, nous avons réussi. Et là, ensuite, on peut se détendre et se reposer au mieux ensemble, quoi. Et souvent, à ce moment-là, l'homme, il se sent vidé, il ne se sent pas très bien, parce que le conquérant, il n'est plus là, quoi. Il est des bandes. Voilà. Et alors, une femme initiatrice, elle va inviter l'homme à se calmer. Elle va aider l'homme à relaxer. Oui, mais là, tu te refuses tout le temps. Combien de fois j'ai entendu, mais ma partenaire, je veux, et puis elle n'est jamais prête, ou elle a mal à la tête, ou ceci, ou cela. Oui, mais attends, comment tu t'y prends? Combien de temps tu lui laisses? Est-ce que tu écoutes ce qu'elle te dit? Souvent, si tu l'écoutes, elle demande simplement de relaxer avec toi, elle demande que tu la caresses, elle demande que tu la regardes, elle demande que tu vois combien elle est belle quand elle est en confiance et puis qu'elle commence à s'éveiller sexuellement. Elle ne demande pas grand-chose, elle demande juste des choses fondamentales pour une femme. Et là, l'initiation commence par « bonhomme, ralentis, on a tout notre temps ». Je sais qu'à un moment donné, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, c'est une femme qui a juste pris tous mes organes sexuels dans ses mains et qui m'a dit « attends ». Et là, ça a été merveilleux parce que juste, c'était pas non, c'était pas un refus brutal, je me sentais pas attaqué, je me sentais pas invalidé, tu vois. Et c'est juste attends. Et ses mains chaudes, et bien petit à petit, l'aspect pulsionnel, compulsif, rapide s'est calmé. J'étais accueilli dans mon désir, j'étais accueilli dans ma puissance sexuelle, et ça a commencé à diffuser dans mon corps partout, partout, partout. Et quand elle a senti que cela s'était fait, là elle a dit maintenant, viens en moi, maintenant tu peux venir en moi. Et là, mais t'as rien à prouver. Je me rappelle Osho qui disait, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux pour une femme, un homme qui cherche à prouver quelque chose, qui cherche à être bon au lit. C'est ennuyeux. Maintenant, un homme qui ne cherche plus rien à prouver et qui se laisse guider, pour une femme, qu'est-ce que c'est excitant et passionnant. C'est l'inverse de ce que l'homme naturellement pense. Oh, moi, je suis initiatrice, hein, je suis initiateur. Je prends une femme et puis
là je te l'excite, je te la retourne, là, elle est contente, elle est satisfaite. Je me rappelle de combien d'hommes m'ont dit ça, puis dire voilà, j'arrive à me retenir d'éjaculer, je tiens longtemps, je suis actif longtemps, etc. Et ma femme me dit de plus en plus qu'elle s'ennuie avec moi. Alors là, je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire. Dans tous les efforts que j'ai faits. Mais bonhomme, tu n'as rien à prouver. Elle ne te demande pas d'être un dieu au lit, puis de durer des heures en te cramponnant. Elle te demande juste de relaxer et de te laisser un petit peu faire, d'arrêter de faire. Et ça, c'est aussi du féminin sacré. Arrête de faire. Et là, on rejoint la relaxation immense et l'espace intérieur. Et curieusement, quand l'homme écoute sa partenaire et qu'il relaxe comme ça, eh bien, 2 miracles. Il n'y a plus de problème d'érection et il n'y a plus de problème d'éjaculation rapide. Alors, je ne dis pas que c'est un coup de baguette magique comme ça, mais peu à peu, l'angoisse disparaît de la relation amoureuse, et c'est l'angoisse qui crée soit l'incapacité à rentrer en érection. Il y a bien des hommes qui disent, mais quand je me masturbe, tout va bien, l'érection elle vient en 20 secondes, et puis j'ai du plaisir. Ça. Mais quand je suis avec ma femme, c'est j'ai peur. J'ai peur, simplement. Il y a une peur de ne pas la satisfaire, de ne pas réussir. Et ça, c'est relax. Et à ce moment-là, la relation sexuelle peut prendre beaucoup plus de temps et être beaucoup plus satisfaisante. Et il y a des femmes à ce moment-là qui découvrent que même si elles n'ont pas à proprement parler ce qu'on appelle un orgasme, à un moment donné, elles sont complètement satisfaites. Elles peuvent dire, ça y est, maintenant, ça y est, je suis complètement satisfait avec toi, je suis complètement pleine, pas de problème, on peut se reposer ensemble. Et si cela arrive, l'homme apprend une chose, c'est qu'il n'a pas besoin d'éjaculer pour satisfaire une femme, pas besoin de pousser pour satisfaire une femme, et que d'autre part, il peut être entièrement satisfait parce que l'énergie s'est répandue dans le corps de la femme et dans le sien, et qu'il reçoit en retour énormément, et que la pulsion-compulsion d'éjaculer, c'est, j'allais dire évanoui, mais j'ai envie de dire épanoui à l'intérieur de tout son corps, et qu'il va rester avec un désir moins compulsif pour reprendre une relation, peut-être le soir même, peut-être le lendemain matin, et qu'il est complètement en capacité de communion avec sa partenaire quand elle le désire, voilà. Mais c'est important que l'homme reconnaisse que c'est lui qui pénètre, et c'est que la femme est pénétrée, et que la femme doit, et je veux dire un mot fort même, imposer ses limites, et parce que c'est elle qui est pénétrée. Si elle n'est pas capable d'affirmer clairement et de faire respecter, c'est peut-être plus juste que imposer, de faire respecter ses rythmes quand elle est prête, à ce moment-là, ça voisine le viol. Et ça voisine le viol, dont la femme peut être co-responsable aussi, en étant incapable de dire ses limites. Et là, c'est dans la relation. C'est quelque chose qui est induit par toute la qualité de relation, qui est incapable de dire ses limites et qui ensuite risque fort de devenir acariâtre, d'être très agressive dans le reste de la journée, parce que son corps en veut à son partenaire. Même avec les meilleurs efforts pour être gentil, pour être douce, etc., elle en veut. Je ne suis pas satisfait. Tu ne me satisfais pas profondément. J'aime bien le terme contenter. Je ne suis pas pleinement contenté au sens profond de content. J'en ai pour mon content, pas content compté, mais content, satisfait. Cette plénitude. Voilà. Un aspect très important dans la construction de l'identité masculine, c'est évidemment
Je dis, bon, je pense que, à l'évidence pour tout le monde, c'est la relation que j'ai avec mon père et la qualité de mon père, les qualités masculines de mon père. Et non seulement de mon père, mais souvent ça va à plusieurs générations au-dessus. Par exemple, en explorant, j'ai découvert combien je dépendais de la lignée paternelle de ma mère, et aussi évidemment de mon père et de la lignée paternelle de mon père. Par exemple, je suis remonté jusqu'à la guerre de 1870 et de mon arrière-grand-père qui était alsacien et qui a, après la catastrophe de la guerre de 70 et de la défaite française, a été embarqué dans l'armée allemande, qui a bravé tous les dangers pour s'échapper de l'armée avec le risque d'être fusillé, tout simplement. Un risque immédiat, s'il avait été retrouvé, il aurait été immédiatement fusillé, qui a traversé toute l'Allemagne, et qui a traversé la frontière qui était dans les forêts des Vosges, et qui a été reçu en héros du côté qui était resté français, et qui s'est suicidé après. Donc là, derrière les héros de guerre, combien d'effondrements de la réalité de l'identité masculine. Et alors ça, c'était l'arrière-grand-père de ma mère, et le grand-père de ma mère. L'homme dont j'ai parlé, c'est l'arrière-grand-père, donc le grand-père, le père de ma grand-mère, la mère de ma mère. Ça devient un peu compliqué, mais le grand-père, le mari de ma grand-mère, lui, il a été tué à la guerre de 14. Et dans la première grande bataille, vraiment l'automne ou la fin de l'été de 1914, c'est-à-dire au tout début de la guerre. Et donc, ma mère a vécu sans père. Elle avait 2 ans quand son père est mort. Ils l'ont attendu pendant 4 ans. Ils ne savaient pas, il avait simplement disparu. Ouais. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Et là, ça fait que ma mère a fait peser sur moi, j'étais l'enfant, le garçon préféré de ma mère, donc qui devait répondre aux besoins de la mère. Donc l'aspect étouffement, en même temps que l'exigence une exigence au-delà de mes moyens. Même si mon père, d'une certaine façon, tenait sa place, mais... Voilà. Donc ça impacte directement. Pour moi, je suis né, enfin j'ai vécu enfant avec l'idée qu'un homme, c'était quelqu'un qui se sacrifiait. Et que je devais être missionnaire et mourir martyr, ou être courageux et mourir à la guerre, donner sa vie pour les autres, dans un halo de christianisme, catholicisme. La plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc si j'aime, je dois donner ma vie et je dois mourir. Tu vois, une sorte de perversion là-dedans, le poids que ça fait sur la construction. Et ça m'accompagne encore maintenant, il faut que je m'en sorte, je dois encore travailler dessus maintenant. Et du côté de mon père, eh bien, à un moment donné, dans un conflit avec une partenaire, je me suis rendu compte que mon père ne m'avait jamais montré comment se tenir droit en face d'une femme. Et d'apprendre à se tenir droit en face d'une femme en même temps que de la respecter et de l'écouter, mais en restant soi-même, profondément à l'écoute et solide, ça, je ne l'ai pas eu dans ma construction. Alors, pour faire court, dans les groupes hommes, il y a une possibilité de régénérer ou de retrouver une énergie masculine, paternelle, en regardant déjà les blessures et les insuffisances
par rapport à notre père. Et les types de blessures sont multiples. Ça peut être un père violent, ça peut être un père absent, ça peut être un père malade, ça peut y avoir mille et une choses, mais c'est rare. Je pense que j'ai vraiment rarement rencontré, peut-être une ou deux fois, des hommes qui peuvent dire pleinement, oui, mon père, il a vraiment tenu sa place et je suis simplement reconnaissant et que c'est une vérité. Je sens que c'est une vérité profonde. C'est très 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 rare. Donc il y a à retrouver, grâce aux autres hommes, des chercheurs, une énergie paternelle de reconstruction, de réparation. Et cette énergie de réparation, dans le groupe homme, on le trouve aussi dans la capacité à retrouver sa verticalité. Dans le positionnement même, quand je me redresse comme ça, je le fais encore plus consciemment, et bien là, je suis dans ma verticalité, ancré, mes deux pieds au sol, et mon sacrum. Alors on peut faire le jeu de mots, moi j'aime bien faire le jeu de mots, que le sacrum, c'est la base de la colonne vertébrale, la base solide, qui tient au bassin, hein, sacro-iliaque, et qui fait que quand je m'aligne comme ça, je retrouve en moi l'énergie masculine originelle, au-delà des manques de mon père. Et entre hommes, nous nous aidons à retrouver cette qualité masculine originelle. À travers des exercices, à travers la parole juste. Donc il y a un aspect réparateur. Et à un moment donné, nous pouvons juste reconnaître et dire merci à nos pères et nos lignées de ce qu'ils nous ont transmis comme énergie vitale. Si je n'avais pas reçu l'énergie vitale de mon père, je n'aurais pas de colonne vertébrale, puis je n'existerais pas. Et une des choses à ce moment qui se passe, un miracle qui se passe, c'est que le père et mes ancêtres masculins ne sont plus comme des oppositions ou des obstacles qui sont devant moi pour m'empêcher de grandir, et c'est dans notre psyché, hein, à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, comme des obstacles pour se construire avec une force opposée, mais ils deviennent vécus comme des puissances qui sont dans mon dos et qui me disent « Maintenant, c'est à toi d'avancer. Maintenant, c'est toi qui as toute la vie devant toi. C'est toi qui peux t'ouvrir, te développer. C'est toi qui peux oser ton aventure d'homme. Et tu peux aller plus loin que nous où on a été cassé ou limité par la guerre, par quoi que ce soit. » Et je peux dire quand même que l'impact des guerres et des violences majeures sur l'identité masculine, c'est énorme. Et ça affecte aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est énorme pour moi. Dans l'expérience thérapeutique et dans ma vie. Je le ressens complètement dans ma vie.